Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité brûlante avec de nombreuses annonces suite à la réunion hier à Paris des pays de l'Europe, de la possibilité d'envoyer, d'après notre président Macron, des troupes en Ukraine et d'après les déclarations du président polonais, des troupes occidentales. Je sais que ces propos ont tendu pas mal de personnes et même certains membres de mon équipe hier soir étaient un petit peu inquiets, m'ont posé pas mal de questions et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que nous prenions un petit peu de recul et que nous abordions tout ça en gardant cette réplique mythique de Full Metal Jacket en tête. Pour causer, tu causes. Et pour oser, tu oses. Jingle. Quel est l'état final recherché d'une réunion comme hier à l'Élysée? Il y a forcément un objectif derrière, et alors que tous nos dirigeants annoncent que nous sommes rentrés dans une sorte de guerre hybride avec la Russie, il est important de prendre un petit peu de recul et de s'interroger sur les raisons macro, car le temps de la communication n'est pas le temps des armes et n'est pas le temps de la géopolitique. Ne vous laissez pas attirer dans le flux d'informations continues, anxiogènes, prenons un petit peu de recul et je vous propose dans un premier temps de regarder rapidement ce qu'est la guerre hybride, ensuite les forces en présence dans l'OTAN, ça devrait vous rassurer, ensuite très rapidement la chronologie, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce stade, et ensuite derrière quelques axes de réflexion. Alors la guerre hybride, c'est une guerre à base de désinformation, de cyberattaques, de brouillage, comme on peut retrouver actuellement dans les pays du nord de l'Europe. Il y a du brouillage GPS qui gêne les aviateurs, les agriculteurs, les marins. Également une agressivité accrue lors des interceptions, mais certains vous diront qu'une guerre hybride, ça peut également revêtir la forme de sanctions économiques. Il y a quelques années, nos chefs militaires nous disaient que nous avions changé de monde, que maintenant c'était un monde en compétition, et nous nous retrouvons donc à faire des sortes de bras de fer par proxy à distance avec d'autres nations. Mais j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, c'est quelque chose de vieux comme le monde à l'histoire de l'échelle humaine. Le postulat à l'heure actuelle est encore qu'il faut éviter une confrontation directe entre deux puissances nucléaires, même si, dans certaines zones du monde, il peut y avoir des escarmouches entre, par exemple, Indiens et Pakistanais, ou entre Indiens et Chinois, sans que ça dégénère en Troisième Guerre mondiale. À partir de là, chaque belligérant laisse ses forces nucléaires de côté, et nous allons rentrer dans cette hybridité, cette attaque de la population, très importante en démocratie, et un des pans les plus importants lors de cette guerre hybride est forcément la communication. Nous voyons d'ailleurs apparaître sur X des communications officielles françaises qui ciblent clairement la Russie, et c'est une nouveauté. Alors, il a été beaucoup question d'envoi de troupes de l'OTAN ou d'envoi de troupes occidentales, mais de quoi est-ce que l'on parle? Petit résumé en 2 minutes. L'OTAN a été créée le 4 avril 1949. Son objectif est défensif. Depuis hier, lundi, il y a 32 États, dont la Suède, qui travaillent ensemble dans un but de sécurité. Je vous rappelle qu'à l'époque de mon père, quand il était actif dans l'armée de l'air sur Mirage 3R puis sur Mirage 4A, l'Union soviétique était à 10 minutes de vol des bases françaises, car la frontière, si je puis dire, le rideau de fer se situait au milieu de l'Allemagne. Et depuis 1991, il y a eu une extension de l'OTAN vers l'Est, extension qui a amené l'OTAN à s'élargir au fur et à mesure et à l'heure actuelle, d'après Statista, avoir 5,8 millions de combattants disponibles, là où la Russie en a 1,3, avoir 20 633 aéronefs de combat, là où la Russie en aligne moins de 4000, avoir 12 400 chars, avoir 1 million de véhicules blindés, plus de 2100 navires et 6000 têtes nucléaires, là où la Russie a également 6000 têtes nucléaires, mais beaucoup moins de forces conventionnelles, surtout après 2 ans de guerre. L'OTAN, c'est près d'1 milliard d'habitants et en géopolitique, nous aimons dire qu'il faut d'abord regarder
la taille des pays, la profondeur géographique stratégique, mais surtout la population. Et en face de ce milliard d'êtres humains, vous avez environ 120 millions de Russes. Les armées de l'OTAN, même si elles n'ont pas tous été à 2% du PIB pour l'effort militaire, sont équipées avec du matériel de haute technologie, sont interopérables et ont une capacité de frappe très précise et puissante. J'ai participé à des opérations avec l'OTAN, j'ai participé à des exercices avec l'OTAN. Oui, certains pays de l'OTAN n'ont pas des stocks pour tenir sur des mois de guerre. Néanmoins, la force de frappe initiale a été réfléchie pour normalement calmer tout belligérant. Cette force de frappe conventionnelle vise normalement à dissuader à un échelon conventionnel car, comme vous l'avez bien compris, l'OTAN dispose du nucléaire américain, du nucléaire britannique, même s'il ne brille pas ces derniers temps, et du nucléaire français. Néanmoins, les nations de l'OTAN peuvent s'engager de manière unilatérale dans certains conflits. Nous l'avons vu par exemple avec les Malouines, où les Britanniques se sont retrouvés face aux Argentins et tous les membres de l'OTAN, regardez ce qui se passe, c'est principalement dû aux limites géographiques d'intervention de l'OTAN. Maintenant, regardons rapidement la chronologie. 3 dates que je souhaiterais vous rappeler car elles sont importantes pour voir un petit peu plus loin. En 2014, après l'annexion de la Crimée, avec des combats dans le Donbass, la France et l'Allemagne sont co-signataires des accords de Minsk et Angela Merkel annoncera le 7 décembre 2022 dans la revue Die Zeit en Allemagne que l'objectif derrière ces accords était de donner du temps à l'Ukraine pour remonter en puissance militaire pour faire face à la Russie. Autre date importante, celle des élections européennes. Elles ont lieu du 6 au 9 juin 2024. Et si je vous en parle, c'est parce que je pense qu'il y a un rapport direct avec le narratif et la communication actuelle. Autre date importante, le 31 janvier 2024, Thierry Breton annonçait dans Libération que l'objectif du million d'obus promis en 2023 par l'Europe serait tenu. Et 26 jours plus tard, en février, Zelensky annonçait avoir reçu 30% seulement des obus promis par l'Europe. C'est donc factuel, l'Europe n'a pas tenu son engagement, ne tiendra pas son engagement en termes d'obus d'artillerie. Et alors que les Américains ont freiné leur appui à l'Ukraine, les Ukrainiens cherchent un nouveau souffle. Durant toute la période précédant la contre-offensive et courant 2023, l'Europe en a profité tout simplement pour se réarmer, pour moderniser son parc de matériel en déstockant son matériel ancien, à l'image de nos pick-up ou de nos VAB, et en valorisant cette aide militaire tout simplement au prix de l'équipement neuf. Et vous en doutez bien, un vieux VAB d'occasion ne vaut pas tout à fait le prix du Griffon qui le remplace. Alors si on regarde la chronologie depuis le début de l'opération spéciale, nous avons eu la première phase, la phase d'attaque. Les services de renseignement, qu'ils soient américains ou français, disposaient d'informations. Les Français ont cru que l'attaque n'aurait pas lieu. Les Américains ont prévenu que l'attaque aurait lieu. L'attaque a eu lieu. Premier push initial. Les Ukrainiens ont reculé. Le président Zelensky a décidé de se battre, de communiquer. Il a réussi à susciter une cohésion au niveau des pays occidentaux pour le soutenir. Quelques semaines après, les Russes, qui avaient clairement sous-estimé la résistance ukrainienne et le soutien occidental, ont dû faire un repli stratégique, comme ils disent, se sont réorganisés. Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. De nombreux observateurs et même certains Ukrainiens sont alors tombés dans un excès de confiance, ont sous-estimé l'armée russe. Une contre-offensive s'est préparée, contre-offensive sans support aérien, les alliés de l'Ukraine estimant que cela franchirait une ligne rouge et pensant que les Ukrainiens pourraient y arriver sans. Contre-offensive qui n'a pas été couronnée de succès et qui a pris de court les soutiens des Ukrainiens. Pourquoi les a pris de court? Car les Américains, pour des raisons de politique interne, ont freiné leur aide. Il y a eu l'ouverture d'un nouveau front avec Israël. Il y a de l'immigration massive au sud des États-Unis. Et l'Europe, de son côté, jusque-là, n'avait fait que déstocker son matériel et n'avait fait que de la communication pour ce qui est vraiment de la réaccélération industrielle. Je ne pense pas que vous avez vu pondre à côté de chez vous une usine d'armement. Le constat est donc le suivant. Les Ukrainiens ne peuvent pas tenir sans soutien occidental. Ils ne disposent pas de la profondeur stratégique ni de la profondeur industrielle.
Les États européens se sont rendus compte que la démocratie américaine dépendait de sa démographie qui change énormément, centre d'intérêt de la population américaine qui évolue énormément et qui s'intéresse de moins en moins à l'Europe. Et donc peut-être qu'il en était de la responsabilité des États de l'Europe d'assurer leur propre sécurité. Or là, le constat était sans appel. Depuis 1991, nous avons récolté les dividendes de la paix. L'Europe s'est désindustrialisée d'un point de vue militaire. L'Europe a perdu beaucoup de sa capacité de dissuasion conventionnelle, même si, et j'insiste, l'OTAN est là pour ça. Et à quelques mois des élections européennes, alors que Bruxelles est attaquée par les agriculteurs, quoi de mieux pour fédérer un collectif que la peur d'une invasion dans nos territoires. Alors maintenant, essayons de regarder un petit peu au-delà de tout ça. Pour vivre en paix, il faut 3 types de dissuasion. Je les ai expliqués et présentés il y a plus d'1 an dans Au-delà de l'Ukraine. Il faut la dissuasion nucléaire. Nous avons en Europe, depuis que les Américains sont venus, ils ne sont jamais repartis, il y a des bases américaines partout, la dissuasion nucléaire américaine, par exemple. Les Belges, les Allemands peuvent être vecteurs de l'arme nucléaire américaine, la B-61, d'où leur achat de F-35. Nous avons en France l'arme nucléaire française, il y a les Britanniques avec leur arme nucléaire, bref, il y a de la dissuasion nucléaire. Ça, c'est le premier point. Mais ça ne suffit pas, surtout s'il y a une guerre hybride ou de basse intensité, ou qui cache son nom. Il nous faut donc une dissuasion conventionnelle. Avoir assez d'hommes entraînés, avoir une capacité à monter en puissance suffisante, avoir 4 millions de personnes à envoyer au combat si nécessaire, c'est la dissuasion conventionnelle. Elle existe en Europe, vous pouvez dormir tranquille, grâce à l'OTAN. Si les États-Unis quittent l'OTAN, et c'est ce que l'on entend de plus en plus dans les médias, en sortant de leur contexte les propos de Donald Trump, qui a fustigé ceux qui ne mettent pas 2% de leur PIB dans la défense. Et d'ailleurs, vous verrez, si vous entendez l'interview du président polonais qui n'est absolument pas inquiet pour la présence américaine dans l'OTAN. Mais si au niveau européen, vous voulez une dissuasion conventionnelle, il va falloir plus d'armées, plus de moyens. Pas que plus de matériel, plus d'engagés également. Car à l'heure actuelle, nous avons 0,2% de la population française qui sert en uniforme. Et ensuite, pour tenir dans la durée, il faut une dissuasion industrielle que nous avons perdue, qu'il va falloir accélérer. Ça fait déjà 2 ans que nous en entendons parler, et nous n'aurions pas de poudre de fabrication française avant 2025. Ça fait 3 ans, ça prend beaucoup de temps. Il y a une énorme inertie pour ce qui est de la dissuasion industrielle du fait du monde dans lequel on vit et des délais. Juste pour rappel, en 1941, les États-Unis sortaient environ 5000 avions par an. En 1945, 4 ans après, ils en sortaient 95 000 par an. On peut clairement dire qu'une des raisons pour laquelle la Seconde Guerre mondiale a été gagnée, c'est grâce à la profondeur stratégique des États-Unis et cette capacité industrielle à produire. Alors à l'heure actuelle, nous entendons lever le tabou de déploiement de personnel en Ukraine, ce qui veut tout dire et rien dire, surtout au lendemain des déclarations du New York Times comme quoi il y a 12 bases de la CIA depuis des années dans le pays, et aux déclarations d'Olaf Scholz qui a clairement fait comprendre qu'il refusait de livrer des missiles Taurus pour les frappes dans la profondeur car il refusait de mettre du personnel dans le pays pour régler et désigner les cibles. Car oui, quand vous avez du Scalp, quand vous avez du Storm Shadow, il faut désigner les cibles, il faut programmer des missiles et il faut du monde pour le faire. Donc ces déploiements pourraient prendre la forme de conseillers, de démineurs, de formateurs, bref. Ce n'est pas parce qu'on vous parle de déployer des personnels en Ukraine que l'on vous parle d'envoyer des Français mourir sur le front. De toute façon, ce n'est pas là où la plus-value serait la plus forte au vu de nos formats d'armée. Il est également ressorti une coalition sur les frappes en profondeur, et là, encore une fois, de la communication. Pourquoi ? Car la France, car les Britanniques livrent déjà des missiles pour faire des frappes dans la profondeur. Profondeur qui, à l'heure actuelle, est en Crimée. Ce ne veut pas forcément dire que ces frappes en profondeur iront en Russie. Il n'y a eu aucune déclaration officielle sur ce sujet de la part du président. Maintenant, au niveau des signaux faibles à observer, le tout premier, c'est la RH. Est-ce qu'il y a eu des grandes annonces comme quoi nous doublons le volume de notre armée et que nous recrutons massivement en France? Pas encore, c'est pas le cas. Tant que ce n'est pas le cas, vous pouvez dormir tranquille. Le deuxième point, c'est celui de cette réindustrialisation. Il y a une volonté d'aider l'Ukraine à remonter vers un format d'armée qui va lui permettre d'avoir sa propre capacité de dissuasion conventionnelle. On en parlait sur cette chaîne comme étant un des objectifs à atteindre si on veut vraiment permettre à l'Ukraine de tenir face à la Russie dans la durée. C'est très bien, mais on parle maintenant de mettre des usines d'armement en Ukraine. Ce qui veut donc dire que vérité des prix est qu'en fait, nos dirigeants ne sont pas inquiets sur le fait que l'Ukraine va tenir face à la Russie. Car si vous installez des usines d'armement, nous avons vu ça prend plusieurs années à être vraiment opérationnelles, proches ou trop proches de la ligne de front et qu'elles se font prendre par les troupes adverses, c'est juste leur faire un cadeau. Dans ce cas-là, si vraiment il y avait un doute,
on fabriquerait plus d'usines beaucoup plus loin de la ligne de front. Autre petit point, c'est celui du nombre de morts. À l'heure actuelle, je vous rappelle que Zelensky a signé la semaine dernière avec le président Macron un accord réciproque de défense où notamment ils s'engagent tous les deux à combattre les fake news à cause de cette guerre hybride. Et on entend le président Macron lors au salon de l'agriculture annoncer qu'il y a environ autant de pertes d'un côté comme de l'autre. Et les pertes sont à peu près similaires d'un côté et de l'autre et il n'a pas avancé. Ça n'est pas vrai. Et le lendemain, le président Zelensky annonçait qu'il y a 6 fois plus de pertes russes, de morts russes, 180 000, que de morts ukrainiens, 31 000. 31 000 morts qui nous font forcément penser aux victimes civiles à Gaza en l'espace de 5 mois. Donc s'il n'y a vraiment que 31 000 morts militaires en Ukraine, il reste encore des centaines de milliers de militaires aux Ukrainiens et la situation est moins catastrophique que dans les déclarations. 31 000 militaires ukrainiens ont perdu la vie dans cette guerre. Et en ce qui concerne les Russes, 180 000 hommes russes ont été perdus. Et maintenant, et pour clôturer tout ça, le message avec lequel je vais vous laisser, c'est que les déclarations sont très claires. Le président Macron annonce et martèle depuis quelque temps, la Russie ne doit pas gagner. Si vous souhaitez négocier avec quelqu'un, vous devez avoir du poids à amener à la table des négociations. Si vous êtes un pays qui a perdu ses soutiens, qui ne dispose comme garantie pour tenir dans la durée que d'annonces où on vous livre 30% des obus promis dans le temps imparti, vous n'avez aucune crédibilité à la table des négociations. Si vous avez un soutien occidental massif d'un côté européen, d'un côté américain, avec l'OTAN derrière et 4 millions d'hommes et des chefs d'État qui ont des propos n'excluant pas le déploiement de leurs troupes et d'un potentiel vivier de 4 millions d'hommes dans le pays, là, vous arrivez à la table de négociation avec des arguments qui n'ont rien à voir. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, il va falloir suivre l'actualité, mais dans tous les cas, le message avec lequel je veux vous laisser, c'est de faire la part des choses entre la communication et la réalité. Car en fait, la guerre hybride, elle se fait autant en dehors de nos frontières qu'à l'intérieur de notre pays, et tout le monde y participe, volontairement ou involontairement. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et fly safe. War. Fear. Fear. I'm done trying to win over people's hearts. Let's attack their hearts. We can work with fear. Yes, we can.